Cinéma de Hollywood, qui est maintenant président des États-Unis. Je savais que Ronald Reagan redonnerait à ce pays la place qui lui revient, qu'on n'aurait pas à avoir honte d'être américain, qu'il nous rendrait fiers d'être américains. Vous me rendez nerveuse. Je vous aime. Vous êtes merveilleux. Merci. Ladies and gentlemen, I give you the B-1B. Anticommuniste virulent pendant la majeure partie de sa vie adulte, Ronald Reagan croit que les États-Unis sont en retard sur l'Union soviétique dans la course aux armements. Je vous conseille vivement de vous méfier de la tentation de croire à la légère que les deux camps sont également fautifs, d'ignorer les faits de l'histoire et les impulsions agressives d'un empire du mal, de qualifier la course aux armements d'un gigantesque malentendu et du coup de vous laver les mains du vrai et du faux, du bien et du mal. Pendant les premières années de la présidence de Ronald Reagan, la puissance armée de l'Union soviétique semble à son apogée. Je n'ai jamais douté que l'objectif des Soviétiques soit la domination du monde. Leur attitude militaire, leurs actions, leurs initiatives en politique étrangère, leur comportement agressif, tout cela menait à cette seule conclusion. L'Union soviétique était la première dans l'espace. Mais aujourd'hui, ses dirigeants militaires commencent à craindre la supériorité technologique américaine. J'ai rencontré le chef d'état-major des forces armées soviétiques, le maréchal Ogarkov, à Moscou. Il a dit, vous savez, la capacité militaire repose maintenant sur l'informatique. Aux États-Unis, des enfants de 3 ans savent utiliser des ordinateurs. Ici, il faut des années pour former des recrues militaires soviétiques à utiliser les ordinateurs parce qu'ils n'en ont jamais utilisé avant. Nous avons peur des ordinateurs. Si nous commençons à déployer les ordinateurs, cela va entraîner une perte de contrôle politique pour le pouvoir soviétique. Les dirigeants vieillissants du Kremlin sont toujours prêts à supporter l'énorme coût du statut de superpuissance. Pour la population de l'Union soviétique, cela se traduit par le rationnement des produits quotidiens. Le niveau de vie était très bas. Nous vivions de paye en paye. Nous étions incapables de nourrir convenablement nos enfants. La nourriture disponible était de mauvaise qualité. Quant aux lignes d'attente, nous passions 3, 4, 5 heures à faire la queue pour quelques saucisses infectes. Brejnev introduit un nouveau venu dans les rangs du pouvoir du Kremlin, Mikhaïl Gorbatchev. On lui ordonne de réformer l'agriculture soviétique. La terre que Staline a brutalement collectivisée n'a jamais beaucoup produit. L'agriculture soviétique est misérablement improductive. Le système croulait. Les gens le rejetaient parce qu'il ne leur procurait pas de satisfaction ou ne leur laissait aucune initiative dans leur travail. Il ne permettait pas aux gens de s'exprimer librement. Le président Reagan est décrit par une minorité d'Américains et beaucoup d'Européens comme un fauteur de guerre. Ronnie, you're not dressed up scary for Halloween. Nance, if John F. Kennedy were alive today, he'd be younger than I am. I'm 75 years old, and I've got my finger on the button. I just couldn't think of anything more scary than that. Trick or treat, fellas. Les États-Unis et l'Union soviétique possèdent déjà des arsenaux nucléaires assez efficaces pour se détruire l'un l'autre. Les deux camps ne cessent de produire des missiles de plus en plus puissants et précis. La course incessante aux armements et la rhétorique anti-soviétique de Ronald Reagan ravivent le mouvement antinucléaire en Europe de l'Ouest. Les militants pour la paix sont loin de se douter que leur dégoût pour les armes nucléaires trouve aussi un écho à la Maison-Blanche.
J'ai senti clairement dès le début qu'il était extrêmement mal à l'aise. C'est le moins que l'on puisse dire. Et comme j'ai commencé à le comprendre plus tard, il était fondamentalement, moralement, éthiquement opposé au concept de la destruction mutuelle assurée et de la dissuasion telle que nous la connaissons. Les progrès en informatique et la technologie du laser pourraient fournir à Reagan et au monde entier, à ce qu'il croit, une solution, dit l'âme nucléaire. Le travail progresse sur la mise au point de nouveaux systèmes de défense révolutionnaires. Et si le monde libre pouvait vivre en sécurité en sachant que cette sécurité ne repose pas sur la menace d'une riposte américaine instantanée pour dissuader une attaque soviétique? Si nous pouvions intercepter et détruire les missiles balistiques stratégiques avant qu'ils nous frappent ou frappent nos alliés? Je sais que c'est une entreprise technique gigantesque qu'on ne pourra peut-être pas accomplir avant la fin du siècle. Je fais appel à la communauté scientifique de notre pays, à ceux qui nous ont donné l'arme nucléaire, afin qu'aujourd'hui, ils mettent leurs grandes compétences au service de l'humanité et de la paix dans le monde, pour nous donner les moyens de rendre ces armes nucléaires impuissantes et obsolètes. Supposez que nous soyons en 1940 et que quelqu'un dise « Nous pouvons prendre un petit atome. Un atome, c'est quelque chose qu'on ne peut voir. Mais quand on fait exploser ce petit atome, on peut détruire une ville entière. L'auriez-vous cru? Auriez-vous dit « Essayons » Franklin Roosevelt a dit « Oui ». Franklin Roosevelt est considéré comme un héros dans l'histoire. Pourquoi? Pour la production d'une arme offensive de destruction massive. De son côté, Ronald Reagan arrive au pouvoir et dit « Hé, nous devrions avoir quelque chose pour stopper cela. » L'IDS, l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, surnommée Guerre des étoiles, d'après le film, comprend des satellites et des armes au sol capables de détruire les missiles soviétiques au moyen de cibles DART et de rayons laser. Ça a été un choc, comme si tous nos espoirs de faire comprendre les dangers de la militarisation de l'espace s'étaient soudain évanouis. La parité et la stabilité obtenues au fil des années par l'acquisition d'armes et par les négociations étaient rompues. Cela signifiait que nous allions devoir, nous aussi, dépenser d'énormes sommes d'argent. Ce serait le début d'une nouvelle phase de la course aux armements. De nombreux politiciens et scientifiques américains militent contre ce qu'ils considèrent une folie de Ronald Reagan. The heavens are for wonder, not for war. Stop Star Wars. Stop weapons in space. Détracteurs de Reagan affirment que l'initiative de défense stratégique est hyper coûteuse et qu'elle ne fonctionnera jamais. Ils sont horrifiés par les importantes réductions dans les programmes sociaux requises pour le financer. Ronald Reagan découvre bientôt que sa proche alliée, la première ministre britannique Margaret Thatcher, critique elle aussi l'IDS. Profondément convaincue des bienfaits de la dissuasion nucléaire, elle tente de convaincre son ami d'abandonner sa guerre des étoiles. Le personnel présent à la table a ensuite révélé que Reagan s'était vraiment fait enguirlander ce jour-là. Il m'a convoqué dans le bureau ovale le lendemain matin et il a dit « Bud et Margaret ne sont pas d'accord à propos de l'IDS. J'aimerais que vous alliez à Londres afin de voir si vous ne pouvez pas au moins minimiser le niveau de critique publique. Nous aurons de la difficulté à obtenir les budgets si ça continue. » Elle m'a servi le même sermon que 2 semaines auparavant et voyant que je n'allais nulle part, j'ai lancé au cours d'une pause « Madame le Premier ministre, le président Reagan croit qu'il y a au moins 300 millions de dollars en sous-traitance pour les sociétés britanniques qui soutiendront l'IDS. » Il y a eu un long silence. Finalement, elle a dit « Il y a peut-être quelque chose à faire malgré tout. » Léonid Brejnev meurt en novembre 1982. Malgré sa maladie, Yuri Andropov, le chef du KGB, lui succède. Andropov est effrayé par l'IDS et les discours anti-soviétiques de Ronald Reagan. Convaincu que l'Ouest prépare la guerre,
Andropov met ses forces en état d'alerte à l'échelle mondiale. Le KGB surveille le moindre détail de la vie quotidienne à l'Ouest. Il fallait surveiller de très près le système bancaire, de même que les hôpitaux et le programme de construction des routes. Les banques tentaient-elles de convertir leur système en vue d'une guerre? Les hôpitaux préparaient-ils de nouveaux lits et mettaient-ils sur pied des banques de sang pour recevoir un grand nombre de blessés? Les Américains augmentent les vols d'espionnage dans des régions sensibles le long des frontières de l'Union soviétique. Des avions bourrés d'appareils de surveillance électronique ressemblent à des avions de ligne civile et volent souvent près des couloirs aériens des vols de passagers. Dans cette période, 1981, 82 et surtout 83, comment ça se passait sur le front? Eh bien, on volait plus souvent parce qu'il y avait davantage d'avions espions qui nous provoquaient. On vivait une tension constante. Le 31 août 1983, un avion de ligne sud-coréen, le vol KAL-007, avec 269 personnes à bord, quitte Anchorage à destination de Séoul. Sans aucune raison, le Boeing 747 dévie de sa route et pénètre dans l'espace aérien soviétique. J'ai reçu un appel téléphonique m'informant qu'un avion non identifié avait été repéré au-dessus du Kamchatka et que nos tentatives pour entrer en contact avec lui étaient restées vaines. J'ai pris les mesures afin que les forces dont nous disposions soient aussitôt mises en alerte. J'ai dit, prenez toutes les mesures afin de le forcer à atterrir sur l'île Sakhaline et s'il ne veut pas coopérer, abattez-le. Je pouvais voir 2 rangées de hublots éclairés. Je me suis demandé si c'était un avion civil. Les avions cargo militaires n'ont pas de tels hublots. Je me demandais de quelle sorte d'avion il s'agissait, mais je n'avais pas le temps d'y penser. J'avais un travail à faire. J'ai commencé à lui faire des signaux en code international. Je l'ai informé qu'il avait violé notre espace aérien. Il n'a pas réagi. Malgré les signaux de nos avions, y compris des avertissements avec des balles traçantes, le pilote n'a pas réagi et il a poursuivi sa route. Mes ordres étaient de détruire l'intrus. J'ai accompli ma mission. L'avion de ligne coréen s'écrase au large de l'île Sakhaline, tuant tout le monde à bord. The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act. Nous en sommes venus à la conclusion que nous devions simplement être francs et reconnaître qu'un incident malheureux s'était produit. Ça a été une erreur du pilote. Le mauvais temps, une chose en entraîne une autre. Ce n'était pas un geste planifié. Personne n'a voulu cela. Ça a été une erreur tragique. Nous sommes allés voir Kornienko, le sous-ministre des Affaires étrangères, qui était d'accord avec nous. Mais il n'a pas pu convaincre le pouvoir. C'était une question de prestige. Et les militaires n'aiment pas reconnaître leurs erreurs. Une ambiance de crise agite maintenant à la fois l'Est et l'Ouest. Les discussions sur le contrôle des armes sont rompues. Les fusées soviétiques SS-20 sont maintenant confrontées aux missiles Cruise et Pershing déployés en Europe de l'Ouest. Le pouvoir soviétique est persuadé qu'une attaque nucléaire de l'Ouest est imminente. Un agent britannique infiltré dans le KGB envoie des avertissements à Londres. Quand je l'ai dit aux Britanniques, ils ne pouvaient tout simplement pas croire que le pouvoir soviétique était assez stupide et étroit d'esprit pour croire à quelque chose d'aussi impossible. Je leur ai dit, d'accord, je vous trouverai les documents.
Je crois qu'une poignée de gens savaient précisément à quel point ils étaient effrayés. Et nous les connaissions, comme tout le monde le sait maintenant, par le biais d'agents bien placés qui étaient capables de faire circuler l'information selon laquelle les Russes craignaient vraiment que l'Ouest prépare une guerre nucléaire contre l'Union soviétique. L'inquiétude monte tant aux États-Unis que chez leurs alliés. Reagan tente de rassurer Yuri Andropov. Supposons un instant que Ivan et Anya se retrouvent, disons, dans une salle d'attente ou dans un abri contre la pluie ou l'orage, en compagnie de Jim et Sally, et qu'il n'y ait pas de barrière linguistique qui les empêche de faire connaissance. Est-ce qu'ils vont discuter des différences entre leurs gouvernements respectifs, ou bien est-ce qu'ils vont parler de leurs enfants, de ce que chacun fait dans la vie? Mais à qui au Kremlin Reagan peut-il parler de paix? En mars 1984, Yuri Andropov meurt. Son successeur, Konstantin Tchernienko, est trop faible pour amorcer un dialogue. L'Ouest cherche ne serait-ce qu'un soupçon de changement. Nous devions identifier qui allait diriger l'Union soviétique après Brejnev, après Andropov. En cherchant, nous avons trouvé 2 ou 3 candidats possibles, tant en fonction de l'âge que de l'expérience. Nous leur avons envoyé une invitation à tous les 3, et ça a été une vraie chance que Gorbatchev ait été le premier à accepter. Quand Gorbatchev est venu au Royaume-Uni, il a en effet emmené sa femme, et c'était l'un des premiers signes que nous avions affaire à quelqu'un de très différent. Les dirigeants soviétiques voyageaient très rarement avec leur épouse. Je suis prudemment optimiste. J'aime M. Gorbatchev. Nous pouvons faire des affaires ensemble. Nous croyons tous deux dans nos propres systèmes politiques. Il croit fermement dans le sien, je crois fermement dans le mien. Nous ne nous changerons jamais l'un l'autre. Mars 1985. Konstantin Tchernienko meurt. À ses funérailles, les dirigeants du monde entier présentent leur respect à Mikhaïl Gorbatchev et jaugent cet homme plus jeune qui prend les commandes de l'Union soviétique. George Bush était là. En tant que vice-président, il était le chef de notre délégation. Quand nous sommes sortis de cette réunion, j'ai dit à George, « C'est un dirigeant soviétique très différent de ceux que nous avons vus jusqu'ici. » Les Russes perçoivent la différence eux aussi. Gorbatchev a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Tout le monde a applaudi dans notre institut. Nous étions tous heureux qu'une personne aussi énergique et instruite soit le nouveau secrétaire général de notre parti communiste. L'état de l'Union soviétique et de la société soviétique pouvait se résumer en une phrase que les gens utilisaient dans tout le pays. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Cela s'appliquait à tout. L'économie stagnait, il y avait des pénuries et les marchandises étaient de très piètre qualité. Gorbatchev hérite d'une superpuissance malade, d'effritement social, de corruption au sein du Parti communiste et d'alcoolisme. Pour s'attaquer à ces maladies et relancer l'économie délabrée, Gorbatchev lance la reconstruction, la perestroïka, et un nouvel esprit d'intégrité, la glasnost. Je me souviens très clairement de ce que Gorbatchev a dit à cette époque. Il a dit, il y a 2 voies possibles. Nous pouvons nous serrer la ceinture très fort et réduire la consommation. Ce que les gens ne toléreront pas plus longtemps. Ou tenter de désamorcer la tension internationale et venir à bout des différends entre l'Est et l'Ouest. Et ainsi, nous dégagerons les sommes gigantesques que nous consacrons à l'armement en Union soviétique. À Washington, Ronald Reagan doit surmonter les objections de sa propre administration avant de rencontrer le nouvel homme du Kremlin. Je crois sincèrement que Ronald Reagan aurait mené le combat de sa vie en politique étrangère
sinon le combat politique de sa vie, d'abord au sein de son propre parti, puis dans tout le pays, s'il avait tenté de se rapprocher de Gorbatchev sans appui. Il a fallu que Margaret Thatcher parle d'abord avec les Gorbatchev, puis qu'elle dise publiquement « c'est un homme avec lequel nous pouvons traiter ». Novembre 1985, à Genève, en Suisse. La scène est prête pour le premier sommet des superpuissances depuis 6 ans. Ronald Reagan a hâte de savoir s'il peut effectivement traiter avec Gorbatchev. J'ai toujours senti que le président Reagan était exactement le genre d'homme que les Russes auraient aimé vraiment en temps normal. Le genre d'Américain qu'ils auraient vraiment aimé. Tout d'abord, c'est une sorte d'icône, vous savez, c'est un cow-boy, et ils aiment ça. En outre, il était très patriote. On avait vraiment l'impression qu'il allait entonner l'hymne national américain chaque fois qu'on le voyait, et ce n'était pas pour la frime, il y croyait vraiment. Et en Union soviétique, même les plus endurcis et les plus cyniques des soviétiques respectaient vraiment le patriotisme. Beaucoup de gens à l'Ouest se demandent si à 74 ans, Ronald Reagan est à la hauteur de Mikhaïl Gorbatchev qui, lui, a 54 ans. L'adjoint du président est entré et a dit « Monsieur le Président, voulez-vous enfiler votre manteau ?» Il a répondu « Oh, je ne suis pas sûr. » Quelqu'un a dit « Eh bien, il fait très froid dehors, vous devriez vraiment mettre un manteau. » On a alors annoncé que le cortège soviétique était arrivé devant la grille. Et Reagan s'est tourné et sans avoir mis son manteau, il a marché vers la porte. On s'était bien demandé si ce vieil homme fatigué, le président des États-Unis, pouvait rivaliser avec ce communiste roublard, énergique, jeune et vigoureux. Et à la surprise générale, le vieil homme descend les marches à vive allure et va à la rencontre du dirigeant soviétique qui, lui, est tout emmitouflé dans un manteau, avec un chapeau, un cache-col, comme s'il débarquait en Islande plutôt qu'à Genève. Le programme du sommet, les droits de la personne, l'Afghanistan et le contrôle des armes est ambitieux, mais les premières impressions sont encourageantes. Les deux dirigeants tiennent aussitôt une réunion privée. Cela devait durer 10 minutes. 20 minutes se sont écoulées, puis 30, 40 minutes. Et le gars de la Maison-Blanche qui s'occupe de l'emploi du temps est venu vers moi et il a dit « Je devrais entrer et les prévenir qu'ils ont dépassé le temps. » Et j'ai répondu « Si vous faites ça, on devra vous congédier. » Ce que cela signifie, c'est qu'ils s'entendent bien. Mais s'entendent-ils vraiment? Je suis revenu à la pause rencontrer mes collègues. Ils m'ont demandé « Quelle est votre impression ?» J'ai répondu que j'avais rencontré un homme des cavernes, un dinosaure. Les deux dirigeants ont un gros point de discorde. L'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, la guerre des étoiles. C'était une prise de bec, sans colère, mais plutôt comme deux personnes passionnées par leurs idées, mais diamétralement opposées. Et c'est à cette occasion que le président a dit « Mais vous devez croire que c'est à ce point important pour la sécurité du monde que je vais vous donner la technologie à mesure que nous la développerons. » Et Gorbatchev a ri, il a dit « Monsieur le Président, vous comprendrez sans doute que je ne peux croire cela, puisque vous ne voulez même pas nous fournir la technologie des treilleuses mécaniques. » Mikhaïl Gorbatchev quitte Genève sans être parvenu à un accord sur son objectif principal, mettre un terme à la course aux armements. Mais les États-Unis et l'Union soviétique se parlent de nouveau. Gorbatchev est au pouvoir depuis 1 an et la guerre froide continue. La tenue d'un second sommet à Genève est reportée à plusieurs reprises. La crainte d'une guerre nucléaire persiste et augmente même. Durant cette période, nous avions beaucoup de formations idéologiques. On nous parlait constamment des discours de Reagan et nous avons baptisé les impérialistes américains l'Empire du mal. Nous avons doublé nos sorties en mer, nous avons maintenu un grand nombre de sous-marins en mer en tout temps, le plus près possible des côtes américaines et britanniques.
nous avons envoyé de sous-marins en mer, plus les Occidentaux en ont fait autant. Cette concentration dangereuse et la proximité des sous-marins nucléaires pouvaient entraîner des conséquences imprévisibles. Un désastre nucléaire se produit effectivement, mais pas entre les deux superpuissances. En avril 1986, une explosion éventre le réacteur numéro 4 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, au nord de Kiev, en Ukraine. Le désastre fait ressortir l'incompétence du système soviétique lorsque les volontaires entreprennent le nettoyage mortel de l'immense fuite radioactive. Les pompiers qui ont été brûlés en aidant à éteindre l'incendie ont été amenés à un hôpital près de chez moi. À l'époque, personne ne savait rien des radiations et il y a eu beaucoup de confusion sur leur propagation. Les pompiers sont morts peu de temps après et quand ils ont été enterrés, les gens craignaient que les radiations ne se propagent à l'extérieur de leur tombe. Tchernobyl, ses environs et de grandes régions de l'Ukraine et de la Biélorussie sont lourdement contaminés et la population est évacuée. Cette explosion a montré que même sans guerre et sans missiles nucléaires, la puissance nucléaire peut détruire l'humanité. Reykjavik, en Islande. Deuxième sommet Reagan-Gorbatchev. Cette fois, Gorbatchev accepte de réexaminer la toute première proposition sur le contrôle des armes, appelée Option 0. Reagan avait offert de ne pas déployer de missiles Cruise et Pershing en Europe si les Soviétiques retiraient leurs fusées SS-20. Brejnev avait refusé carrément l'offre de Reagan. Les nouveaux missiles américains avaient été installés en Europe. Cette fois-ci, Gorbatchev veut négocier une entente. Il comprenait que la perestroïka et les changements internes commençaient à ralentir, qu'il lui restait peu de temps pour agir. Il devait décider de dégager les ressources consacrées à la course aux armements, sinon il serait forcé de les chercher ailleurs. J'étais avec lui quand il a décidé de confronter Reagan avec la question suivante. Voulait-il, oui ou non, un accord? Voulait-il, oui ou non, le désarmement? Ronald Reagan veut le désarmement. Mais va-t-il abandonner son initiative de défense stratégique, l'IDS? J'ai dit, d'accord, ne laissons même pas une centaine de missiles. Abolissons-les complètement et allons-y pour l'option 0. Ça a été un choc. Tout le monde a été surpris. Reagan a frappé la table et il a dit « Eh bien, pourquoi ne l'avez-vous pas dit dès le départ? C'est exactement ce que je veux faire. Et si vous voulez supprimer toutes les armes, j'accepte de supprimer toutes les armes. » Toutes les armes? Bien sûr, nous supprimons toutes les armes. Bien, c'est formidable. Maintenant, nous avons un accord. Oui, mais vous devez confiner l'IDS au laboratoire. Non, a répondu Reagan, il n'en est pas question. L'IDS continue. Je vous l'ai dit, je n'abandonnerai jamais l'IDS. Je crois que mon idée principale n'a pas changé. La course aux armes nucléaires ne devrait jamais être transposée dans l'espace. C'était déjà assez difficile de limiter la course aux armes nucléaires sur Terre. Gorbatchev insistait et insistait. Et à un moment, le président Reagan, qui était très clair là-dessus, a écrit une petite note et me l'a glissée. Elle disait « George, ai-je raison ?» J'ai lu cette note et j'ai répondu « Absolument ». Et je la lui ai remise. L'occasion de conclure l'accord le plus important depuis le début de la guerre froide. L'élimination par les États-Unis et l'Union soviétique de toutes les armes nucléaires, à l'exception d'une centaine chacun, est perdue. De toute ma vie, je n'ai jamais éprouvé autant de tristesse pour quelqu'un que pour Ronald Reagan.
Il avait essayé pendant 2 jours. Il m'a dit en levant les doigts, « Don, nous étions si près d'un accord. » Et il n'a pas cédé. Mais qu'en pensent les Soviétiques? À première vue, je dirais que Reykjavik a presque été un échec, parce que nous ne sommes pas parvenus à un accord. Mais plus tard, en nous rendant à la conférence de presse, Gorbatchev et moi avons parlé dans la voiture et nous sommes convenus que ce n'était pas un échec. Et c'est à cette conférence de presse que Gorbatchev a lancé une phrase qui est devenue célèbre. Il y avait eu une percée intellectuelle dans les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Margaret Thatcher, l'amie de Ronald Reagan, est très inquiète. Franchement, nous avons été désagréablement pris par surprise en apprenant que les discussions avaient englobé le concept de l'abolition totale des armes nucléaires. Cela aurait écarté bien entendu la doctrine de la dissuasion nucléaire et nous aurions perdu l'essentiel même de notre stratégie. Heureusement, de notre point de vue, l'accord de Reykjavik n'a jamais abouti parce que les Russes ont trop tenté la chance. Moscou. Un autre avion étranger viole l'espace aérien soviétique. Les passants regardent avec étonnement un avion léger Cessna qui atterrit sur la place rouge. Le pilote est un jeune Allemand de l'Ouest, Matthias Rust. Rust a été traité très décemment. Imaginez si une telle chose s'était produite avant l'époque de Gorbatchev. Il n'y aurait pas eu de dialogue. Il aurait été simplement aligné contre le mur et exécuté le lendemain. Gorbatchev libère Rust, mais il profite de l'incident pour révoquer plusieurs membres du haut commandement soviétique. Les médias, le télécopieur, l'ordinateur ouvrent l'URSS au monde. Gorbatchev et le Politburo regardent la télévision par satellite dans leur bureau. Après le boycottage des Jeux olympiques, on regarde les Jeux de la bonne volonté, les Goodwill Games de 1986 des 2 côtés du rideau de fer. La télévision soviétique change. Elle se risque à présenter un débat en direct avec Margaret Thatcher. Ne pensez-vous pas que le concept de la dissuasion nucléaire incite le camp qui y croit à utiliser les armes nucléaires en fin de compte juste pour valider cette menace de temps à autre? Est-ce qu'une politique d'armes conventionnelles, avec ces bombes qui pleuvent, les missiles, les avions, les sous-marins, les torpilles, les tanks, les armes chimiques, est-ce que cela n'est pas basé sur la possibilité d'une menace? Et nous disons à quiconque oserait nous attaquer, renoncez-y, vous ne pouvez gagner, le résultat serait catastrophique. Je crois que vous dites la même chose. Je dois dire que Margaret Thatcher était l'une des politiciennes avec laquelle il était très important de maintenir le dialogue, parce qu'elle avait une personnalité très forte et c'était une politicienne habile. Malgré nos disputes incessantes lors de chacune de nos réunions, nous respections nos points de vue réciproques. La politique de glasnost de Gorbatchev permet l'explosion de la culture pop. Une nouvelle génération de jeunes gens a été créée par nos intellectuels. Une génération qui rejetait tout notre passé soviétique. C'était la dégradation des mœurs. Notre jeunesse était transformée en robots humains. Le peuple soviétique vit un changement marqué. Nous sommes devenus particulièrement inquiets à la fin de 1987. Nous avons vu que le pays n'allait pas dans la direction souhaitée. La situation de la population allait de pis en pis. La situation des forces armées n'était guère meilleure.
Gorbatchev réagit à l'opposition croissante en instaurant sa réforme du Parti communiste. Toutes nos initiatives, les réformes, plus de démocratie et plus de représentation au Conseil des travailleurs. Et c'est la seule façon d'aller de l'avant. C'est le seul moyen d'avoir un pouvoir réel. La principale réussite des politiques de Gorbatchev a été qu'en un an ou deux, il a fait disparaître la peur comme par magie. Les gens n'avaient plus peur de parler et d'agir librement. Si je n'avais pas lancé les réformes, si je n'avais pas tenté de laisser les gens respirer librement, si je n'avais pas tenté d'ouvrir la porte à la glasnost et à la démocratie pour faire bouger la société, pour la faire penser et agir, je serais encore probablement aujourd'hui dans mon fauteuil de secrétaire général. J'aurais pu rester là beaucoup plus longtemps puisque je suis encore assez jeune. Washington, Ronald Reagan poursuit sa croisade pour la guerre des étoiles. Le Kremlin croit maintenant qu'elle ne se matérialisera jamais et que par conséquent, elle ne devrait plus être un obstacle à un accord sur la réduction des armes. Gorbatchev, à sa première visite aux États-Unis, est venu signer un traité historique. Sa visite, présentée en direct à la télévision soviétique, rehausse son prestige au pays et à l'étranger. Tout ce que j'avais vu des dirigeants soviétiques, c'était Khrouchtchev qui donnait des coups de soulier sur une table et quelques vieillards dans des uniformes ternes, tous semblables à Mao Tse-Dong. Vous savez, qui n'avaient aucune personnalité et qui ressemblaient tous à des zombies. Et alors arrive Gorbatchev. Il était affable, il rencontrait les gens, il plaisantait et il s'entendait avec les gens de Washington. Ladies and gentlemen, the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. Un proverbe russe que Reagan a appris de Susan Massey semble aujourd'hui de circonstance. Les Russes aiment citer des proverbes. Monsieur le Président, ce serait bien si vous en saviez quelques-uns. Je lui ai dit, vous êtes un acteur, vous pouvez les apprendre très rapidement. Madame Reagan était avec nous à ce moment et elle a aimé celui-ci. Et j'ai dit, Doveriai, no proveriai. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is Doveriai, no proveriai. Trust but verify. Но значение этого... На каждой встрече вы это повторяете. You repeat that at every meeting. I know of no one else. Je ne connais personne d'autre qui ait occupé un poste de pouvoir aux États-Unis à cette époque, qui ait pu progresser comme Reagan l'a fait, d'engager Gorbatchev, d'engager l'Alliance occidentale, de diriger vraiment l'Alliance occidentale et de nous mener tous dans ce qui est devenu, bien sûr, une période très constructive qui a pavé la voie à la fin de la guerre froide. Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev signent un accord qui fera l'histoire. Pour la première fois, on va abolir une catégorie entière d'armes nucléaires. Devant les caméras du monde entier, les Américains détruisent leurs missiles Cruise et Pershing. Les Soviétiques démantèlent leur SS-20, posant un autre jalon en vue de réduire la tension de la guerre froide. Les équipes d'inspection des deux camps supervisent les destructions. Au cours de sa dernière année de présidence, Ronald Reagan effectue sa première visite au Kremlin.
Ce que Gorbatchev et les journalistes veulent savoir, c'est que pense Ronald Reagan de l'Union soviétique aujourd'hui. No. You still think you're in an evil empire, Mr. President? Il a dit qu'il voulait se rétracter d'avoir qualifié l'Union soviétique d'empire du mal. Il a trouvé un bon endroit pour l'annoncer, en plein cœur du Kremlin. Cependant, il a dit qu'il le faisait non pas parce qu'il a eu tort de le dire la première fois, mais parce qu'en 1988, l'Union soviétique a beaucoup changé sous la direction de Mikhail Gorbatchev. Elle est devenue un pays différent. Ensemble, les deux dirigeants ont su saisir l'occasion. Décembre 1988. Mikhail Gorbatchev rencontre le nouveau président américain George Bush et son prédécesseur Ronald Reagan. Gorbatchev a pris sa décision. La guerre froide doit prendre fin. Les Américains restent sur leur garde. Gorbatchev subissait des pressions de la droite, si on peut l'appeler ainsi, de ses militaires et Dieu sait qui d'autre. Et ces gens ne tenaient pas à voir un changement aussi rapide. En 1989, Gorbatchev a décidé de relâcher le contrôle soviétique sur les pays du bloc communiste. Il annonce aux populations de l'Europe de l'Est qu'elles ont le droit de choisir leur propre avenir. Mais ses interlocuteurs se demandent ce qui va se passer si les non-communistes prennent le pouvoir. L'Union soviétique va-t-elle vraiment leur laisser les coups des franches? Gorbatchev était convaincu que lorsque ces pays obtiendraient leur liberté, ils choisiraient un socialisme à visage humain. Il croyait qu'ils ne tourneraient pas le dos à Moscou et qu'ils ne rejoindraient pas l'Ouest. Il pensait qu'ils seraient reconnaissants envers Moscou et qu'ils conserveraient des liens d'amitié avec l'Union soviétique. Mais tout le monde ne souhaite pas se libérer de Moscou. Des dirigeants communistes comme Erich Honecker en Allemagne de l'Est comptent sur l'appui des soviétiques pour se maintenir au pouvoir. Imaginez que l'Union soviétique, après 40 ans d'alliance, laisse chaque pays socialiste se débrouiller seul et leur tourne le dos comme s'il n'y avait jamais eu de communauté fraternelle. C'était vraiment incroyable. Hongrie, 1956. Les chars d'assaut soviétiques matent la tentative hongroise d'instaurer la démocratie et l'indépendance. Imre Nagy et les autres dirigeants du soulèvement sont exécutés. Les réformes économiques accroissent le niveau de vie pendant un certain temps, puis c'est le désastre. En 1989, le gouvernement communiste perd le contrôle. Mais les soldats soviétiques restent au pays. La colère gronde à nouveau dans le peuple hongrois. La peur incite le régime à promettre des changements politiques et davantage de démocratie. Le pays était au bord du gouffre. Une situation de crise totale imminente. Sur le plan économique, nous avions accumulé une dette énorme. Sur le plan politique, les principaux acteurs du pays avaient tous compris qu'il était impossible d'améliorer les conditions de vie en réformant le modèle socialiste. En mars 1989, le premier ministre Nemeth se rend à Moscou. Les dirigeants hongrois planifient les élections multipartites libres. Mais est-ce que ce sera trop pour Gorbatchev? J'ai dit, je ne sais pas encore quand la première élection aura lieu. Mais étant donné que vous maintenez quelques 80 000 soldats au pays, et compte tenu de ce qui s'est passé en 1956, lorsque vos chars d'assaut ont écrasé les révolutionnaires et toutes les forces qui combattaient alors pour la liberté,
Allez-vous répéter l'exercice de 1956 ou non? Et Gorbatchev m'a répondu clairement, sans hésitation, je ne suis pas d'accord avec le multipartisme, l'introduction du multipartisme en Hongrie. Mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est votre responsabilité. À Budapest, les dirigeants du soulèvement de 1956, morts assassinés, ont été inhumés dans une tombe anonyme. Aujourd'hui, le gouvernement accepte de les réhabiliter, les vivants et les morts. Imre Nagy et ses camarades ont droit à des obsèques nationales. Le gouvernement déclare que la révolution de 1956 est justifiée. La foule écoute les noms des martyrs. Tout le monde sait que ce n'est pas seulement une cérémonie de deuil, c'est un cri national de colère. J'ai été stupéfait de voir sur cette liste de jeunes garçons qui n'avaient que 14 ans, 16 ans, lorsqu'on les a arrêtés et emprisonnés. On a attendu leur 18e anniversaire et dès le lendemain, certains d'entre eux ont été tués. Cette réinhumation représentait pour nous une réconciliation avec notre passé et l'histoire. Cela signifiait un nouveau départ, à zéro, et surtout sur le plan politique, un renouveau. Un mois auparavant, la guerre froide avait perdu un symbole. Le gouvernement hongrois avait retiré les barbelés sur sa frontière avec l'Autriche et l'Occident. L'Union soviétique n'a rien fait. Même si les déplacements ne sont pas complètement libres, le rideau de fer a commencé à se désintégrer. La hardiesse de la Hongrie inquiète les dirigeants de la ligne dure du pacte de Varsovie, à commencer par le dirigeant est-allemand Erich Honecker. Son État délimite l'Empire soviétique à l'ouest. La première réaction de Honecker a été d'envoyer le ministre des Affaires étrangères à Moscou pour protester contre cette décision. Moscou a répondu: nous ne pouvons rien y faire. C'était unique. C'était la première fois que Moscou nous disait une chose pareille. Les Polonais, comme les Hongrois, se détachent du système communiste. Aux prises avec une vague de grèves politiques menée par le mouvement d'opposition Solidarité, le régime cède. Je savais que le système communiste était mort. Le seul problème, c'était de trouver le meilleur moyen de se débarrasser du communisme. En 1981, avec l'accord des Soviétiques, Solidarité a été écrasée par l'armée polonaise. Ses dirigeants ont été emprisonnés. Mais cette fois, au début de l'année 1989, le gouvernement entame les discussions avec Solidarité. Les communistes polonais sont prêts à partager le pouvoir, à discuter de transition vers la démocratie. Les institutions démocratiques se constituaient. C'était un substitut de démocratie entière. Mais nous étions différents des autres pays du bloc. Nous étions une sorte d'îlot hérétique. En juin, les élections ont lieu. Les communistes y subissent une cuisante défaite.
Solidarité remporte 99% des sièges du Sénat. Quelques semaines plus tard, pour la première fois dans le bloc soviétique, un premier ministre anticommuniste prend le pouvoir. Lorsque nous avons appris que Gorbatchev envisageait des réformes, nous avons compris qu'il ne s'opposerait pas aux nôtres. Et ça a été très important pour nous. Au sommet du pacte de Varsovie, les dirigeants sont divisés. Honecker, comme Nicolae Ceausescu de Roumanie, s'inquiète vivement de la situation en Pologne et en Hongrie. Honecker et surtout Ceausescu étaient contre nos réformes. Un jour, nous étions en réunion avec Ceausescu, à sa résidence en banlieue de Bucarest. Sa femme et lui, Raïssa et moi-même, nous avons eu une discussion enflammée. Nous avons vraiment haussé le ton. Nous avons parlé tellement fort que nous avons dû faire sortir tous nos gardes de sécurité afin qu'ils ne puissent pas nous entendre. Nous avons eu vent que Ceausescu en Roumanie, Jakeš en Tchécoslovaquie et Honecker organisaient une sorte de complot. Ils voulaient persuader Gorbatchev d'intervenir contre la Pologne et la Hongrie. Ils disaient que ces pays avaient dépassé les limites de ce qui était acceptable dans les pays socialistes. Quand j'ai entendu la première proposition de Ceausescu à ce sujet, j'ai jeté un coup d'œil à la délégation soviétique qui était assise en face. Et nos regards se sont croisés. Il me disait, d'accord, ne vous y opposez pas. Autrement dit, il m'a envoyé du regard un message important. Pas besoin d'en parler. Cela n'arrivera pas. Et ce n'est pas arrivé. En juillet, le président George Bush se rend en Pologne et en Hongrie. L'Ouest appuie moralement ces deux pays dans leur changement vers la démocratie, mais guère plus. En Hongrie, on présente à Bush un bout de barbelé, un souvenir du rideau de fer hongrois qui a été démantelé. Nous croyons que le mur artificiel, physique et spirituel qui existe encore s'effondrera un jour partout dans le monde. Et ça, c'est formidable. Merci, monsieur. Je suis une personne plutôt émotive. Je pleure trop facilement. J'ai pleuré à ce moment-là. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai reçu ce symbole de la fin de la guerre froide. Dans son ranch du Wyoming, James Baker, le secrétaire d'État de Bush, se lie d'amitié avec Edouard Shevardnadze, le ministre soviétique des Affaires étrangères. Baker confirme à Shevardnadze que les États-Unis vont agir prudemment en Europe de l'Est et qu'ils ne vont pas tirer profit des problèmes des Soviétiques. Je crois qu'à Jackson Hole, nous sommes parvenus à instaurer un nouveau climat de confiance. Tout le monde du côté américain, en fait, considérait qu'il était très important de soutenir Gorbatchev, Shevardnadze et les réformateurs en Union soviétique et par tous les moyens possibles, afin que l'atterrissage se fasse en douceur. La guerre froide aurait pu ne pas se terminer en douceur. Elle aurait pu prendre fin de manière explosive. Déjà en Chine communiste, les revendications pour le respect des droits de la personne et la démocratie se sont soldées par une tragédie. Sur la place Tiananmen à Beijing, les chars d'assaut et les soldats ont chargé des manifestants pacifiques. Il y a eu plusieurs morts. Le monde frissonne. Les réformes en Europe de l'Est vont-elles se terminer de la même manière?